Bien le bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Je sais, dans un peu plus de 2 semaines maintenant, c'est la rentrée universitaire, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous avez la moindre question, si vous avez le moindre doute, alors n'hésitez pas à me retrouver dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo et à me poser vos questions, je m'empresserai d'y répondre. Bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leçon d'Histoire, le 10e sur cette chaîne. Et au programme, toujours dans la continuité des épisodes précédents, nous allons nous intéresser à la figure de Philippe III, dit le Hardi, donc le fils de Louis IX, petit-fils de Louis VIII, etc., etc. Vous avez compris la chanson. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, prenez votre boisson froide moi je vous laisse avec ce nouvel épisode et je vous retrouve en fin de vidéo. C'est parti. Le 15 août 1271, à Reims, le prince Philippe, l'un des jeunes fils du roi Louis IX, est couronné roi de France sous le nom de Philippe III. Jamais le prince Philippe n'avait, en réalité, été destiné à succéder à son père. D'abord pour des raisons de position dans l'ordre des naissances, bien évidemment, mais aussi pour le simple fait qu'il ne présentait pas les mêmes capacités à régner que celles de son frère aîné, le prince Louis. Le décès prématuré de ce dernier en 1260 bouscule l'entièreté de ce que pouvait s'imaginer la cour en matière d'héritage. Couronné le 15 août 1271, Philippe III œuvre pendant l'entièreté de son règne à, d'une part, affermir son autorité et d'autre part, à étendre les limites géographiques de son royaume par divers moyens, qu'il s'agisse d'annexion, de guerre ou d'héritage. Au travers de cette vidéo, revenons ensemble sur les éléments qui ont caractérisé l'accession de Philippe III au trône du royaume de France en 1270. Dans son ouvrage paru en 2013, Le temps des Capétiens, l'historienne Claude Govard suppose que, je cite, seul peut-être Philippe III, le fils de Louis IX et leur prédécesseur, a eu un règne plus terne malgré les conseils que son père lui avait prodigués. Fin de citation. Après lecture, nous pouvons expliquer par la chose suivante cette supposition survenue en introduction de la 4e et dernière partie de son ouvrage. En opposition aux innovations du siècle suivant, le règne de Philippe III en cette fin de XIIIe siècle n'est pas caractéristique d'un règne aux innombrables innovations et changements. Malgré tout, il n'en demeure pas moins dénué d'intérêt, surtout que Philippe III doit, dès la première année de son règne, aller à l'encontre des mauvaises réputations altérant son image de monarque. Bien qu'au départ non destiné à hériter, Philippe demeure, aux yeux de son père, un objet que l'on pourrait qualifier ici de médiation. C'est à la suite du traité de Corbeil, signé le 11 mai 1258 entre Louis IX, roi de France, et Jacques Ier, roi d'Aragon, que Philippe est marié à l'infante d'Aragon, Isabelle. L'intérêt principal est de consolider les relations diplomatiques entre la France et l'Aragon. De cette union va naître Louis en 1264, Philippe, futur Philippe IV, en 1268, Robert en 1269 et enfin Charles de Valois en 1270.
Le caractère à la fois versatile et soumis de Philippe n'a pas arrangé sa position au sein de sa famille, puisqu'en opposition au fort caractère de son père et de sa mère, il dut à de nombreuses reprises se tenir à l'écart. Pendant son enfance, le prince Philippe est sans cesse comparé à Louis, son frère aîné et héritier au trône, pour qui la cour ambitionnait un grand avenir politique. Or, la mort prématurée de ce dernier, sans doute provoquée par une appendicite, en janvier 1260, désigne finalement comme héritier principal Philippe. Ce n'est qu'en 1270, au moment de l'appel à la croisade lancé par Louis IX pour répondre à la volonté du sultan d'Égypte et de Syrie, Baybars, excusez-moi pour la prononciation, de recouvrer les États latins d'Orient, que Philippe se tient pour la première fois au premier plan. Or, la 8e croisade demeure pour l'éternité l'élément perturbateur de la vie de Philippe, désormais appelé Philippe III. La prise de Carthage la même année ne laisse pas indemne Louis IX et son entourage proche. En effet, la dysenterie se répand très rapidement autour de Philippe et bon nombre de ses proches sont balayés en quelques jours par l'épidémie. Son frère, Jean Tristan par exemple, mais aussi Louis IX, le 25 août 1270. De ce fait, Philippe, héritier principal au trône du royaume de France, devient roi à Tunis dans des circonstances accablantes. Malgré cette proclamation, Philippe III délégua à Charles Ier d'Anjou, son oncle et dernier fils de Louis VIII, la négociation de la paix entre le camp des croisés et celui de Muhammad al-Mustansir, qui est le sultan de Tunis. Au terme de ces négociations, la paix est définitivement conclue entre les deux camps en octobre 1270. Endeuillé au retour de la 8e croisade par la perte des siens, et notamment son épouse Isabelle d'Aragon, qui a succombé à ses blessures suite à une chute de cheval, Philippe III rend hommage aux nombreuses victimes à Paris en mai 1271. Le 15 août de la même année, à Reims, Philippe III est couronné, et celui que l'on appelle désormais le Hardi doit aller à l'encontre de ses détracteurs au sein même de sa propre cour. Ce surnom de Hardi est dû notamment à la générosité dont il a pu faire preuve sur et autour des champs de bataille. Aujourd'hui, la statue qui se dresse à Saint-Denis présente Philippe III comme un roi fier, combatif et vigoureux. Cependant, et nous l'avons vu, cette représentation s'éloigne de ce que les nombreuses biographies peuvent offrir en matière de description du souverain. Nous pouvons, en guise de conclusion, dire avec certitude que Philippe III, en tant que roi, a souffert de son père Louis IX, que beaucoup de contemporains admirent. Au-delà de ces différentes comparaisons, avec son père notamment, mais aussi son frère et héritier à l'origine, Louis, la personnalité discrète de ce dernier a été la cible de manipulations et de discrédit de la part de son entourage au sein même de la cour. Une fois roi, Philippe III doit, pour gagner l'estime des siens, affermir son autorité de monarque et se montrer digne successeur de son père Louis IX. Et je vous remercie pour avoir suivi ce 10e épisode de Leçon d'Histoire consacré à Philippe III, roi de France et le fils de Louis IX. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à liker l'épisode, à le partager et à le retrouver au format audio sur Spotify. Tout est en barre de description. N'hésitez pas également à aller consulter mes autres liens Instagram et également le lien de ma page Tipeee si cela vous tente d'y aller faire un tour, ce n'est pas obligatoire.
Moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Très bonne fin de vacances, à la prochaine, c'était Julien étudiant pour Leçon d'Histoire. Ciao.